bâtiments chrétiens à nouveau bombardés après une courte nuit de trêve. Le président Mitterrand réaffirme le soutien de la France aux minorités menacées. Corse, négociations au point mort entre les pouvoirs publics et les syndicats. Elles achoppent sur les primes de compensation pour les fonctionnaires et reprendront demain matin. L'imbroglio européen au sein de l'opposition. Les jeunes rénovateurs maintiennent leur projet de liste. Réaction, commentaire, position peut-être de Madame Simone Veil, invitée de ce journal. L'allègement de la dette des pays qui payent cher leur développement, l'exemple du Brésil et du massacre de la forêt amazonienne. Antenne 2 en orbite, les projets des chaînes publiques candidates aux satellites défendus devant le CSA, au programme le sport et les enfants. Madame, Monsieur, bonsoir. La trêve de la nuit aura été brève. Les bombardements ont repris aujourd'hui sur la partie chrétienne du Liban, malgré les efforts de conciliation de la Ligue arabe. Ce soir, une fois encore, la population de l'est de Beyrouth retourne sous terre, dans les caves. Sur place, Pierre Serra. Promiscuité d'enfer. Âgé d'à peine plus d'un mois, ce bébé a déjà passé la moitié de sa vie sans voir la lumière du jour. On espère que ça ne va pas durer parce que nos enfants, nos parents, tout le monde, c'est insupportable. Je ne veux pas quitter le Liban. J'ai eu des possibilités pour aller en Australie, en Amérique, mais je n'ai pas accepté parce que nous ne voulons pas quitter notre pays. Le pays est pour nous et nous restons ici. Un pays chaotique, détruit, aux plaies béantes, aux haines tenaces. Contre tout cela, une volonté farouche d'exister qui leur permettra peut-être de le refaire un jour. Chaque matin, on recommence. Il faut renforcer, dans la mesure du possible, la protection des habitations. Sur les trottoirs, déjà, devant toutes les portes, toutes les devantures, s'est établi un véritable couloir de protection. Le prix des parpaings a quadruplé. Deuxième souci majeur, le ravitaillement. Les sacs de farine sont rares et les coupures de courant limitent l'emploi des fours à pain. Dans ce quartier de Borj el-Hamoud, c'est une fusée Grad de fabrication soviétique, tirée par les Druzes, qui a détruit cet appartement sans ébranler la volonté de cet homme. Tout est cassé, comme vous le voyez. Nous avons... Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Reconstruire. Reconstruire. Vous ne voulez pas partir du Liban? Non. Pourquoi? Jamais de la vie. Je suis un Libanais. C'est mon patrie. Dans la rue, l'armée libanaise se montre, mais il n'est pas sûr que sa présence soit aussi rassurante qu'elle le souhaite. Les bombardements continuent. Il y a ceux qui restent, envers et contre tout. Il y a ceux qui, après tant d'années de souffrance, se résignent à partir. De nombreux chrétiens, au cours des derniers jours, ont pris, tant bien que mal, la route du sud pour retrouver la tranquillité précaire de la zone de sécurité, la région sous contrôle israélien. Charles Anderlin y a passé la journée. 11 heures, le point de passage de Bet Yaroun vient d'ouvrir. 200 réfugiés passent dans le secteur tenu par l'armée du Liban Sud, la milice d'obédience israélienne. Ce sont surtout des chrétiens qui ont décidé de fuir Beyrouth après les derniers bombardements. Nous venons ici pour voir la paix, pour vivre en paix, pour éviter la guerre, pour oublier ce que nous avons vu à Beyrouth. De nombreux musulmans aussi viennent chercher le calme au sud Liban, quitte à repartir dans quelques jours si le cessez-le-feu tient à Beyrouth. Les miliciens de l'ALS et leurs conseillers militaires israéliens ne prennent pas de risques. Ils craignent les voitures piégées et les réfugiés ne peuvent entrer avec leurs véhicules dans la zone de sécurité qu'après de très sévères contrôles. Les formalités sont abrégées pour ceux qui ont de la famille dans les villages du secteur. Les autres doivent montrer patte blanche, ils sont hébergés dans des écoles, l'armée israélienne et l'ALS fournissent la nourriture. Jusqu'à présent, 12 000 réfugiés ont été accueillis dans la région proche de la frontière israélienne. Les mesures de sécurité ont été renforcées. À quelques kilomètres d'ici, la nuit dernière, un accrochage a opposé des militaires israéliens à un commando palestinien.
Moscou rompt le silence et demande ce soir la fin immédiate des combats au Liban. Et à Beyrouth, l'émissaire français Jean-François Deniau a rencontré une nouvelle fois cet après-midi le général Aoun, le chef du gouvernement chrétien. Il doit quitter ce soir la capitale libanaise où est arrivée l'équipe qui doit organiser sur place la mission humanitaire française. Et ce matin à Paris, le président Mitterrand a réaffirmé la solidarité. La France est l'amie de tous les Libanais, mais aujourd'hui ce sont les Libanais chrétiens qui sont menacés, a dit en substance le chef de l'État aux parlementaires des différents partis qu'il recevait en délégation à l'Élysée, une manière de souligner le consensus politique qui existe en France à propos du Liban. Négociations bien difficiles tout au long de la journée à Bastia entre les préfets de Corse et les syndicats de fonctionnaires. Ce soir, les négociations sont suspendues, elles doivent reprendre demain matin. Quelques frictions entre manifestants et CRS ont eu lieu devant les grilles de la préfecture. À Bastia, Christophe Marté. À l'intérieur de la préfecture, ils négocient depuis déjà 7 heures. Sur la place, on s'impatiente, alors le rituel recommence. Les manifestants secouent les grilles, jettent quelques pierres. Les forces de l'ordre ripostent par des tirs tendus de grenades lacrymogènes. 2 personnes seront légèrement blessées. À 18 heures, la négociation, elle, est suspendue par le préfet. Au niveau des négociations, il n'y a aucune avancée sur les négociations et c'est à cela que l'ensemble des organisations syndicales ont répondu unanimement. Suite à cette réponse unanime des organisations syndicales, il a suspendu la séance en disant demain matin 8h à Ajaccio. C'est tout. Alors nous on a dit que nous ne descendions pas à Ajaccio, que nous restions ici. Une suspension prévisible car toute la journée, chacun est resté campé sur ses positions. Les préfets de Corse s'en tiennent à leur mission, discuter de l'indemnité de transport, quitte à rallonger un peu l'enveloppe. Les syndicats, eux, remettent sur la table le classement de la Corse en zone 0 et surtout l'indemnité de vie chère. Une revendication qu'ils défendront âprement et en premier chef la CGT, qui en fait une affaire de principe. Rendez-vous est pris pour demain à 8 h. Ce soir, aucune amorce de solution n'est encore en vue après 46 jours de conflit en Corse. Et à Ajaccio, la tour de contrôle de l'aéroport a été à nouveau occupée par des grévistes aujourd'hui. Pas d'avion donc à Ajaccio depuis ce matin. L'opposition continue de se débattre dans l'imbroglio des listes européennes. Hier, vous le savez, Valéry Giscard d'Estaing obtenait le ralliement de François Léotard, acquis au principe d'une liste unique RPR-UDF. Mais les rénovateurs, ou les novateurs, ne désarment pas. Les 12 cadets de la droite se rencontreront à nouveau dimanche prochain. Ils décideront peut-être d'une autre liste conduite par Michel Noir et Dominique Baudis. Alors, Jean-Louis Le Senne éclairait notre lanterne. En tête, il y a Philippe Séguin qui s'est fait tout petit depuis quelque temps en boudant toutes les instances du RPR. C'est lui qui, du Maroc, a tenu la plume des frondeurs. Ensuite, il y a Michel Noir qui, fort de son triomphe au municipal à Lyon, prend du poil de la bête dans la région Rhône-Alpes, épaulé par ses amis Alain Carignon, Grenoble RPR, Charles Millon, Parti républicain, Michel Barnier, Savoie RPR et Bernard Bosson, Haute-Savoie CDS. Il y a également parmi ces 12 cadets de la droite, Dominique Baudis, le centriste de Toulouse. Cela fait beaucoup de métropoles régionales ou de régions, cela provoque obligatoirement un impact politique d'importance. Sans oublier que plane l'ombre d'un absent sur cette véritable motion de défiance, Pierre Méhaignerie, qui ne pouvait pas s'y associer parce qu'il est chef de parti. L'ambition de tous ces signataires, faire une liste à part ou tout au moins attaquer de front la stratégie politique européenne de Giscard, Chirac et depuis hier soir, Léotard. Alors Jean-Louis, une manière de prendre date ou vraiment l'intention d'aller jusqu'au bout? Un leitmotiv, liste unique et renouvelée, donc une stratégie à double détente. Soit la liste unique est remaniée de fond en comble de manière à plaire aux jeunes régionalistes et centristes qui récusent a priori le leadership de Valéry Giscard d'Estaing, soit une liste à part est mise en compétition avec la liste Giscard-Chirac pour éviter une dérive droitière de la liste unique, dit ce soir Philippe Séguin. Mais tous affirment vouloir aller jusqu'au bout. Alors veulent-ils faire du chantage ou tout simplement prendre date pour l'après 18 juin? La question est posée. On remarquera seulement que par souci d'équilibre, subtil souci d'équilibre, il y a sur les 12 signataires de la motion d'aujourd'hui 6 UDF et 6 RPR. Madame Veil, bonsoir. Par vos convictions, votre expérience européenne aussi, vous êtes bien sûr au centre de ce ballet, de ces quadrilles entre anciens et modernes de l'opposition. Alors vous, où irez-vous? Vers la liste unique Giscard ou vers une éventuelle liste des novateurs?
Vous savez, je crois que la seule chose qui soit intéressante, ce ne sont pas les questions de personnes, mais de savoir politiquement ce qu'elles veulent. Alors, quand on parle de liste européenne, je crois qu'il y a pour moi, il y a deux aspects très importants. Le premier, prioritaire, c'est l'Europe, c'est-à-dire le programme européen, mais outre le programme européen, qu'il y ait des gens qui soient prêts à siéger et à se consacrer complètement au Parlement européen. Ce qu'on oublie parfois, on ne vote pas par procuration, le vote est individuel, on est obligé d'être là. De plus en plus, les textes que nous votons sont très importants pour l'Europe et aussi pour certains intérêts économiques français, et je crois qu'on ne peut pas s'en désintéresser et l'oublier. Ça, c'est la première chose. Qui remplirait au mieux ces conditions? Il faut voir justement, et j'étais intéressée d'entendre, ou plutôt de lire dans les journaux, parce que je n'étais pas à Paris tous ces jours-ci, parce que je l'ai dit, l'Europe, ça vous appelle un peu partout, et j'étais au Portugal pour une réunion de mon groupe que je présidais là-bas, mais j'entendais un peu ce qui se passait, et j'ai vu que certains étaient prêts à renoncer à un mandat pour ne pas tomber sous le coup du cumul de mandats, et à y consacrer une partie non négligeable de leur temps. Donc je crois que c'est une première chose qui est très très importante, et donc s'il y a des gens qui ont du poids politique et qui sont prêts à siéger, ça nous changera un petit peu peut-être, à siéger au Parlement européen, tant mieux, je m'en réjouis. Mais la seconde chose, je crois que c'est aussi la ligne politique que l'on veut défendre, et vous savez, moi j'ai toujours été, bon, je suis peut-être un peu de la vieille génération, mais je me sens dans les modernes, et cette ligne que je vois prendre aujourd'hui aux novateurs, car personnellement je préfère ce terme de novateur au rénovateur qui a pris un petit ton particulier, c'est bien que ce sont les nouveaux communistes. Donc vous penchez vers les novateurs, est-ce que ça veut dire que c'est une démarche qui peut être très intéressante, il y en a que je connais bien depuis longtemps, je suis toujours intéressée de les entendre, de voir ce qu'ils font, de voir leurs idées de fond. C'est pas seulement de secouer les appareils, c'est pas leur âge, c'est que je trouve que parmi eux, un certain nombre, la plupart ont pris sur le fond des affaires des positions extrêmement intéressantes, que ce soit sur la Calédonie, que ce soit sur les problèmes sociaux, que ce soit sur le Front National, il ne faut pas l'oublier, sur l'immigration en général, le Code de la nationalité, sur toutes ces questions, je crois qu'ils ont su faire preuve d'indépendance et de courage. Une question de personne. Donc si aujourd'hui ils sont prêts à faire une liste qui corresponde à ces idées, qui est vraiment une novation dans la vie politique française au sein de l'opposition, je crois qu'elle a besoin de ça. On parle de révolution culturelle, elle est là, mais il faut qu'elle soit vraie, profonde et enthousiaste, courageuse et engagée en même temps pour l'Europe, parce que l'Europe a besoin, on y défend aussi de la politique, et on a besoin de gens qui sont prêts à défendre ses idées. Il y a quand même, Madame Veil, des questions de personnes qui se posent. Alors vous seriez davantage prête, si je vous comprends bien, à être numéro 2 sur la liste de Philippe Séguin ou sur la liste de Michel Noir, plutôt que numéro 2 sur la liste de M. Giscard d'Estaing? Oui, je crois qu'il ne faut pas du tout faire des élections européennes une question de personne, une question d'amour-propre. C'est une démarche qui demande un engagement complet. Vous savez, vraiment, moi, depuis 10 ans, ça m'a demandé beaucoup de sacrifices sur ma vie personnelle, sur mon temps, enfin, je travaille beaucoup, mais pour défendre des convictions et des idées. Si cette liste de novateurs est prête à s'engager, même à y travailler, moi ça m'est égal. Mais vous accepteriez d'être numéro 2? Absolument, tout à fait. Si les idées qui sont prêtes à défendre, vont dans le sens de mes propres convictions, et que les choses sont claires. C'est-à-dire que ceux qui déclareront aller à Strasbourg pour siéger, iront siéger et y travailleront. Ça, je crois que c'est aussi très très important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un coup, qu'il ne faut pas que ce soit de la frime. Je l'ai dit dans une interview qui va être publiée prochainement, mais qui a déjà quelques jours. Oui, dans l'Express. Oui, c'est ça. Le coup qu'il pourrait faire, c'est de dire nous allons siéger à Strasbourg et nous aurons une présence forte à Strasbourg. Je crois que ce serait très important pour l'Europe et très important pour la France. Mais c'est très important aussi, pas un coup Madame qui Veil, soit simplement de dire on y va et on y va. Mais c'est très important ce que vous venez de nous dire dans le paysage politique français, parce que ça veut dire que vous accentuez, que vous approuvez cette espèce de ligne de fracture qui se dessine quand même de façon horizontale en quelque sorte au sein du RPR comme de l'UDF. Et un peu antipolitique. On a tous besoin d'innovation. Vous savez, en 1984, on a beaucoup parlé de la liste d'union, mais je l'ai dit à l'époque, cette liste d'union, je l'ai soutenue, je l'ai souhaitée, parce qu'il n'y avait pas moyen de faire à l'époque une novation au sein de l'UDF. Et je m'étais dit que peut-être la liste d'union serait l'occasion d'une novation transversale. Alors, bon, on a perdu 5 ans, mais si maintenant c'est possible, moi je dois dire que je m'en réjouirais. Donc du sang neuf pour l'Europe, du sang neuf issu aussi en quelque sorte de cette génération
coopération qui vient de faire ses preuves aussi, au parce que, municipal. vous savez, on ne peut pas faire de dichotomie entre ce qui se passe sur le plan national et ce qui se passe sur le plan européen. Il y a une continuité, il y a une cohérence, il y a une homogénéité entre notre travail, ce que nous faisons à Strasbourg et ce que nous faisons sur le plan national, même si quelquefois on est un peu oublié quand on est là-bas. Parce que je crois que ça, ceux qui s'engageront pour l'Europe, pour aller à Strasbourg, ils doivent le savoir, ils sont un peu oubliés sur le plan national. C'est très difficile d'avoir à la fois une activité importante sur le plan national et au Parlement européen, mais je crois que s'il y en a qui sont prêts à le faire, ils s'apercevront aussi que c'est très enrichissant pour un président de région, pour un maire, de développer des contacts sur le plan européen, que ça vaut très largement de renoncer peut-être à certaines situations à l'Assemblée nationale ou ailleurs. Mais votre prise de position ce soir, c'est sûrement, pour Valéry Giscard d'Estaing comme pour Jacques Chirac, une déception. Oh, je ne sais pas, je crois que j'avais dit très clairement que je n'approuvais pas cette liste d'union telle qu'elle se présentait. Ce n'est pas ma démarche politique, ce n'est pas tellement sur le plan, je dirais, européen, où les points de vue sont rapprochés. Ils sont comme en 1984. Il y a de grandes divergences, il y a aussi des convergences. Mais je crois que c'est une démarche politique qui entretient la confusion, qui n'est pas claire sur le plan même national. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons absolument besoin de clarté. Et si cette démarche de ces novateurs, je ne dis pas les jeunes, parce que je crois qu'il y a des jeunes et de moins jeunes parmi eux, il y a de grands décalages. Même entre eux, ils n'ont pas tous le même âge. Il y en a qui ont 37, 38 ans et d'autres nettement plus. Il y en a, mais il y en a qui sont grands-pères, je crois, et qui sont plus âgés que peut-être le dire. Je crois que c'est pas ça qui est important, c'est ce qu'ils veulent faire, c'est leur détermination et c'est leur ligne politique. Je crois qu'il faut toujours revenir à ça et à leurs convictions. Alors ce que je souhaite, c'est qu'ils fassent ça pour leurs convictions et non pas pour des arrière-pensées personnelles. Madame Veil, merci. Des élections dans les territoires occupés par Israël. La proposition a été faite officiellement tout à l'heure à Washington par le Premier ministre israélien Yitzhak Shamir. Il a été reçu pour la première fois par le président George Bush. Une proposition sous condition, mais qui pourrait débloquer l'impasse israélo-palestinienne. À Washington, Jacques Abouchard. Premiers entretiens encourageants, disait-on hier à Washington, où l'on espérait de la part de M. Shamir de l'audace et un esprit d'ouverture avant sa rencontre avec le président Bush. Le chef du gouvernement israélien était prié de jeter aux orties les propositions réchauffées, alors que le président américain souhaite relancer vigoureusement le processus de paix au Proche-Orient. Un peu plus tard, devant la presse, les dirigeants des deux pays ont manifesté leur accord sur un point précis des élections dans les territoires occupés. Selon George Bush, Palestiniens et Israéliens doivent parvenir à une formule mutuellement acceptable, alors que Yitzhak Shamir souhaite que la consultation désigne des négociateurs pour le statut final des territoires. Monsieur Shamir est coriace, il n'a pas bougé d'un iota publiquement dans ses prises de position. C'est toujours un double non au dialogue avec l'OLP et à l'État palestinien. Il n'a pas répondu à l'attente américaine, il n'a pas exprimé d'idées nouvelles. Alors que George Bush a répété pour la deuxième fois en 48 heures, il faut absolument que cesse l'occupation de la Cisjordanie et de Gaza. Le Proche-Orient au menu aussi des entretiens Thatcher-Gorbatchev aujourd'hui à Londres. Le numéro 1 soviétique, très populaire en Grande-Bretagne, y est reçu pour la troisième fois. Éric Perrin. 4 heures d'entretien qualifiés de francs et passionnés entre Margaret Thatcher et Mikhail Gorbatchev. A noter une petite fausse note dans ce concert de satisfaction, le numéro 1 soviétique n'a pas démenti la rumeur selon laquelle Moscou aurait livré à la Libye 24 bombardiers. Les Londoniens ont malgré tout réservé un accueil très chaleureux au chef du Kremlin qui doit prononcer demain matin un discours attendu comme le temps fort de cette visite. Lech Walesa veut mobiliser la classe ouvrière pour sauver l'économie polonaise. Au lendemain de l'accord historique, allant dans le sens d'une démocratisation de la vie publique et politique, le leader du syndicat Solidarité, à nouveau autorisé, en appelle également au soutien international. Il a sur ce point fait allusion à un éventuel rééchelonnement de la dette extérieure polonaise. De son côté, Moscou semble suivre d'un œil bienveillant l'évolution de la situation en Pologne. Reprise des combats en Afghanistan. La résistance qui intensifie les tirs de missiles et de roquettes semble préparer une attaque de grande envergure sur Jalalabad, ville stratégiquement et symboliquement très importante. Le président afghan Najibullah a bien tenté in extremis de repousser cette offensive en décrétant un cessez-le-feu unilatéral à l'occasion du Ramadan, mais les Moudjahidines n'ont pas tenu compte de cet appel.
Arrêtez le massacre, vous êtes en train de tuer l'Amazonie. C'est le cri d'alarme que plusieurs intellectuels d'Amérique du Sud viennent de lancer au président du Brésil. Le Brésil, où l'on s'indigne aussi de ce que la politique économique du pays soit dans le collimateur des instances internationales et notamment du Fonds monétaire. Les pays riches, vous vous en souvenez, se sont mis d'accord à Washington pour alléger la dette des pays pauvres vis-à-vis des banques privées. Parmi ces pays, le Brésil, qui à sa mesure, ou plutôt à sa démesure, s'est lancé dans une aventure insensée, la transamazonienne. Un désastre écologique et un gouffre financier que nous découvrons grâce à Bernard Benjamin et Pierre Moscovici. Avant, on vivait mieux. La route était neuve, superbe. Aujourd'hui, elle est foutue. On essaie encore de la maintenir en état, mais on n'a aucun moyen. Ézéchiel, vous avez quel âge? 50 ans. Et vous êtes marié? Non, veuf, mais marié avec la route. Le rêve pharaonique d'une poignée de militaires. Transpercer la forêt amazonienne, tracer une route de 4000 km de long, s'imaginer pouvoir vaincre la nature et lui imposer la loi des hommes. Dix ans après, il ne reste plus de la transamazonienne qu'une piste de 400 km et beaucoup de poussière. C'est que la forêt a repris ses droits. Coût de l'opération, 10 milliards de dollars, soit environ le 10e de la dette extérieure brésilienne. Ceci est donc l'histoire d'un énorme gaspillage, l'histoire de ce qui fut une route, l'histoire des gens qui y vivent et qui ont cru y trouver la terre promise. C'est l'histoire de Juan. Il fait partie de ces 70 000 agriculteurs qui ont tout laissé derrière eux pour venir s'établir sur la route. Il possède un arpent de terre grignoté chaque jour un peu plus par la forêt, sur lequel il fait pousser du manioc et un peu de canne à sucre. Juan s'est installé ici avec toute sa famille en 1978. 12 personnes qui essaient de vivre tant bien que mal. Tous travaillent très dur, mais avec le sentiment d'avoir été trompés. Il nous avait dit qu'on aurait tout ici. Une maison, un salaire, des sacs de riz, et on n'a rien eu. Ma seule consolation, c'est qu'ici, au moins, je suis le patron. Il faut un peu plus de 4 heures pour parcourir les 100 km qui séparent la maison de Juan de l'usine de canne à sucre Abraham Lincoln. Une usine célèbre dans la région parce qu'elle est le symbole du gaspillage et de la corruption de certains et de la misère des autres. Cette usine ouvre ses portes en 1980. 2 ans plus tard, les dirigeants nommés directement par les militaires à Brasilia disparaissent avec la caisse. Aujourd'hui, l'usine rouvre ses portes. Les agriculteurs sont parvenus à trouver des fonds pour la faire redémarrer et espérer enfin pouvoir vivre de leur travail. C'était des gens vraiment puissants, parce qu'ils avaient l'appui du gouvernement. On n'a jamais réussi à les rattraper pour rembourser tous les gens de la région. Maintenant, il faut que l'on prouve que l'usine est productive, et on va se battre pour ça. Mais pour réactiver l'usine, on a besoin de toutes les bonnes volontés, y compris des enfants. Ils ont entre 10 et 12 ans. Officiellement, ils sont en formation professionnelle. En fait, c'est de la main-d'œuvre bon marché, sans compter que la première école se trouve à 40 km de là. Et puis il y a tous ceux qui sont venus de tous les coins du Brésil, attirés par ce que le gouvernement de l'époque appelait un nouvel Eldorado. On devait leur donner de la terre et les moyens de la cultiver. Il n'y en a pas eu pour tout le monde. Ces colons de la première heure ont donc fondé une ville de 20 000 habitants, Medicilandia, du nom du président Médici, l'instigateur du projet amazonien. Une ville oubliée, à l'écart du temps, perdue quelque part à la lisière de la forêt. Notre ville est à l'image du pays. Tout va mal. Mais je crois que le gouvernement a une dette envers ces gens. C'est lui qui les a amenés ici. Et il n'a rien fait pour que ces gens puissent s'en sortir. Alors on attend, on joue au billard,
Et on pense aussi à tous ceux qui ont laissé leur vie pour construire ce qui était une route. Il n'en reste plus que des croix en bois qui attendent d'être engloutis par la forêt. C'est la fin de la route. Au-delà, le rio Tapajos, la ville d'Itaituba et la jungle qui a repris ses droits. C'était un rêve fou, un pari insensé, mais qui a mis à genoux tout un pays. La Commission de Bruxelles durcit la réglementation anti-pollution. Les voitures de petite cylindrée devront dès 91 répondre aux normes communautaires. Les constructeurs français préféraient parier sur les moteurs propres plutôt que sur les pots catalytiques qui leur coûteraient plus cher. Pas de risque toxique en Gironde. Les fûts suspects que nous vous montrions hier dans une décharge à Augange, eh bien ces fûts ne sont pas dangereux. La télévision française sur satellite. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel poursuit tout au long de la semaine l'audition des candidats qui souhaiteraient utiliser les canaux de TDF1. C'était aujourd'hui au tour d'Antenne 2 qui, avec différents partenaires, défendait 3 projets. Stéphane Magnier. Le magicien qui nous apportera la télévision de demain est un satellite, mais ce sont toujours de simples lapins qui sortent de son chapeau. Canal Enfant, le premier projet défendu par Antenne 2 aujourd'hui face au CSA, s'adresse aux moins de 14 ans, devrait émettre entre 7h du matin et 21h, proposer des animations, des magazines, sciences, écologie, musique, etc. Déjà constitué d'une association de partenaires, il devra en trouver un autre pour émettre 24 heures sur 24. Deuxième projet, Sport 2-3, une coopération des 2 chaînes de service public associées à Jérôme Sédou pour diffuser 24 heures sur 24 les efforts méconnus des sports de masse à égalité avec les exploits les plus populaires. 2 objectifs, délicats à défendre après la rebuffade d'hier soir par la Fédération française de football, mais qui ont trouvé un redoutable avocat en la personne du comité olympique français. Quand nous avons appris que nos 2 présidents et leur comité avaient pris cette décision courageuse de créer quelque chose qui répondait à ces objectifs, qui nous permettait de réaliser ces objectifs. Alors bon, on les a pas embrassés parce qu'on les connaît pas assez, mais je vous assure que le cœur y était. Sport 2-3 devrait être crypté, donc payant, comme d'ailleurs la plupart des projets présentés devant le CSA. L'un des rares à être gratuit, c'est le projet de diffusion des programmes d'Antenne 2. La première chaîne de service public française à portée de l'Afrique du Nord, notre langue parlée de Dublin à Varsovie, c'est aussi ce qui s'appelle diffuser notre culture. Matra, le groupe Matra se porte au mieux mais ne jouera plus au ballon. Jean-Luc Lagardère, président du groupe et du Matra Racing de Paris, a annoncé officiellement aujourd'hui son retrait du football professionnel à la fin mai après la dernière journée de championnat. Olivier Ray. En débarquant dans le football, il y a 7 ans, Jean-Luc Lagardère, en homme pressé, n'avait pas caché son ambition. Faire du Matra Racing un grand club européen digne de la Juventus ou du Real Madrid. L'objectif est celui que j'ai annoncé lorsque Matra et le Racing se sont associés, c'est-à-dire l'ambition en 10 ans de faire un grand club de niveau européen. Cet après-midi, au cours d'une conférence de presse, Jean-Luc Lagardère a mis fin à l'expérience Matra Football. Hélas, je ne pourrai pas vous surprendre. Matra va arrêter son engagement dans le football. De l'argent, le Matra en a dépensé énormément pour acheter des stars comme Francescoli, Fernandez ou Bossis. Cette politique d'inflation n'a pas apporté les résultats escomptés. Aujourd'hui, le groupe Matra se retire pour protéger son image. Cet abandon est un nouveau coup dur pour un football français qui n'est plus à un gag près. Vous méritez incontestablement... Ah. Ce n'est pas du champagne. Et pour respecter ses engagements vis-à-vis du Racing Club de France, Matra recomposera une équipe de Division 3 avec ses équipiers amateurs. Terminons en musique grâce au mélange que l'on entend ces jours-ci à Bourges. Un mélange d'une musique métissée qui fait chaud au cœur et aux muscles. Jean-Jacques Dufour, Bruno Carré.
Indiens de Londres, griots de Bamako, immigrés éthiopiens, beurs, ils ont métissé les musiques, mélangé les genres, méprisé les cloisons et inondé la terre d'incroyables cassettes. Bourges les a regroupés sous l'étiquette World Music. Avec l'époque où on vit, où il y a la communication est reine, les cassettes circulent partout, les gens voyagent davantage, il y a aussi les gens qui sont en exil, les immigrations, les diasporas diverses, ce qui fait qu'il y a un matériel sonore à disposition fantastique. Et il serait dommage de se priver des tablas indiens et du saxo jazzy de Najma. Elmia Footsby nous souhaite un beau pipi. À peine le temps d'une petite pause et Malevage fusionne tango et flamenco. Dans ce brassage de couleurs, de sons et d'influences, un jeune groupe rock français réussit à merveille, la Mano Negra. Nous on fait ce qu'on a appelé de la pachanka. Un cocktail exotique qui a enflammé les amateurs de tequila et les autres. Il y a de la salsa, du flamenco, du reggae, de l'influence nord-africaine, du ska, du rap. On utilise un peu toutes les musiques qu'on écoute et qu'on aime, quoi. Évidemment, me direz-vous, le mélange des genres, ce n'est pas nouveau. Simplement, aujourd'hui, il est un peu plus large. Et dans ce concert international, c'est le tiers-monde qui donne le là. La chanson, ses refrains, ses coulisses, ses scandales aussi, au programme d'édition spéciale tout à l'heure à 22h40. Et dans un instant, Laurent Cabrol va vous parler du temps qu'il fera demain. Et à 6h45, c'est Sophie Davant que vous retrouverez, et non pas Roger Isabelle. C'est elle qui anime à partir de 6h45 la session de Télématin avec toute l'équipe. Très bonne soirée sur Antenne 2. À demain 20h.